les libéraux, ce qu'ils considèrent, très rapide en fait, pour que bien vous soyez dedans, et puis après je ferai plus ça puisqu'on fera un cours continu. Bon, les libéraux, ce qu'ils considèrent, c'est que ce qui prime, c'est la liberté individuelle. Dans la doctrine libérale, l'État ne doit pas entraver la liberté individuelle. Et on a expliqué pourquoi et comment hier. Voilà, avec différents auteurs, John Locke, Adam Smith et Robert Nozick. Bon, ça vous récupérerez. Donc, la doctrine libérale, l'idée c'est l'État n'est pas légitime ou est très peu légitime à exercer le pouvoir politique. Parce que ce pouvoir s'inscrit en défaut avec la liberté individuelle. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, cette doctrine libérale, elle souffre de certaines contradictions. Par exemple, pour les premiers libéraux, la défense du droit de liberté reposait sur la croyance en Dieu. En fait, pour les premiers libéraux, John Locke, Adam Smith, Dieu donnait aux hommes une liberté naturelle, et donc ce n'était pas le rôle de l'État d'entraver cette liberté naturelle. En gros, si l'État intervient pour entraver la liberté naturelle, il s'oppose à la volonté de Dieu, qui est de permettre aux hommes de se déterminer librement par rapport à Dieu. Mais pour les libéraux contemporains, ce sont d'autres questions, d'autres problèmes qui sont posés. On a une croyance aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui font de la SES, je vais très vite là parce que c'est vraiment récapitulatif, une croyance en l'existence d'une loi du marché, d'une loi naturelle de l'offre et de la demande. Et c'est au motif de cette loi-là que les libéraux, aujourd'hui, qu'on appelle d'ailleurs de plus en plus les néolibéraux, demandent à l'État de se retirer de l'intervention. Voilà. Et c'est la thèse qu'on a vue avec notamment Robert Nozick. Le problème, c'est que là encore, on ne sait pas si cette loi naturelle existe. C'est de la pure spéculation. En fait, la valeur de cette loi naturelle, elle est équivalente à celle de Dieu. En fait, on s'aperçoit que finalement, les motivations des libéraux pour affirmer que l'État n'est pas légitime à gouverner ou à exercer le pouvoir politique ne sont pas des motivations rationnelles. Ce sont des motivations qui reposent sur des croyances. Croyance en Dieu, d'une part, croyance en l'existence d'une loi du marché, d'autre part. Mais on n'a aucune preuve de l'existence de ces choses-là. C'est la raison pour laquelle on explore ici une nouvelle thèse. Alors, comment j'avais appelé le titre du 1-2 ? Je me colle à mon cahier de texte pour vous donner exactement la même chose. Ce serait fâcheux que je vous donne... Voilà. Un État légitime est un État raisonnable. Donc, c'était le 1.2. Donc, le 1.1, c'était sur le libéralisme. Et là, c'était un État légitime est un État raisonnable. Alors, ici, nous verrons la thèse de deux auteurs qui sont très écartés dans le temps, mais qui défendent des idées, somme toute, assez proches. Alors, le premier de ces auteurs, j'en ai parlé un peu hier, mais on va quand même en reparler ici, c'est Platon. Donc, Platon, vous connaissez, philosophe de l'Antiquité, le père de la philosophie, diront certains, même si ce titre est peut-être un peu usurpé, mais bon, c'est pas absurde de le dire. Alors Platon, c'est quelqu'un, alors je dicterai, vous inquiétez pas. Donc, Platon, c'est quelqu'un qui écrivait des dialogues. Dans ces dialogues intervenaient plusieurs personnages. Le personnage principal des dialogues de Platon, c'est Socrate. Bon. Socrate, c'est historiquement le maître à penser de Platon. C'est celui qui lui a enseigné la philosophie. Mais en réalité, dans ces dialogues, Platon fait dire absolument ce qu'il veut à Socrate. Il y a même une anecdote qui raconte que Socrate disait qu'il ne se reconnaissait pas lui-même dans les dialogues de Platon. Donc, en fait, quand on parle de Platon, quand on parle de Socrate dans les dialogues de Platon, on parle aussi de Platon. Parce que Socrate, c'est Platon dans les dialogues de Platon. C'est la thèse de Platon. Et Socrate, qui est le personnage principal des dialogues de Platon, s'oppose aux sophistes. Les sophistes, c'est quoi ? Ce sont des démagogues de l'Antiquité. Les sophistes sont des gens qui monnaient, marchandent leur savoir, leur philosophie. Et ce sont des gens qui trompent aussi la foule afin de s'attirer sa sympathie. Ce sont des manipulateurs, si vous voulez. Et le but des sophistes, c'est de parvenir, généralement, à acquérir un pouvoir politique. Et ce pouvoir politique est acquis grâce à l'usage de la parole et grâce à un usage de la duperie. Les sophistes sont des gens qui parlent pour arriver à une certaine finalité, mais qui trompent intentionnellement leur auditoire, par des raisonnements fallacieux. Bon, en fait, toute la littérature, tous les dialogues de Platon, c'est Socrate, quasiment, pas tous, mais quasiment, Socrate contre les sophistes. Et Socrate passe son temps à convaincre, enfin à persuader, pour reprendre sa propre rhétorique, à persuader les sophistes
que leurs positions ne tiennent pas debout et que les siennes sont meilleures. Et les questions politiques sont transversales dans quasiment tous les dialogues de Platon. Alors, évidemment, il y a des dialogues où elles apparaissent de manière plus remarquable. Peut-être que le dialogue de Platon le plus important, en fait, il y a deux dialogues très importants en philosophie politique chez Platon. Le premier, c'est la République, le deuxième, c'est les lois. Mais les lois, on va oublier, parce que c'est un des derniers textes qu'a écrit Platon. Socrate n'est pas dedans, et en fait, c'est un texte hyper conservateur, hyper précis, hyper particulier, pas très théorique, dans lequel on sent que Platon, comme tous les gens qui vieillissent, devient de plus en plus conservateur. Donc, le texte le plus important, sans doute, c'est la République. C'est un dialogue qui est assez long, qui est composé de 9 livres, mais bon, qui se lit assez facilement. Et alors, la question principale de la République, c'est pas exactement la question que se pose Socrate, mais bon, c'est Platon, mais c'est la question transversale. En gros, dans la République, Platon se demande qui doit gouverner la cité, qui est légitime pour gouverner la cité, à qui est-ce qu'on doit donner les clés pour gouverner la cité en quelque sorte, à quel genre de personne. Bon. Sous-entendu qu'on n'a pas envie de donner les clés à n'importe qui. Pourquoi ? Parce que si on donne les clés à n'importe qui, eh bien, par définition, il peut se passer n'importe quoi. Dans la République, Platon fait l'étalage de tous les régimes politiques qui peuvent exister, du meilleur comme du pire. Le pire, c'est la tyrannie, bien sûr. Parce que dans la tyrannie, vous êtes soumis à des lois complètement arbitraires, à la volonté d'une seule personne qui fait ce qu'elle veut, même si ses choix sont irrationnels, sont violents, sont contre la morale, si vous voulez. Bon, la démocratie souffre d'autres contradictions et d'autres problèmes, mais ce n'est pas tellement la question. Platon se demande, voilà, quelle est la forme légitime de l'exercice du pouvoir. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe dans la République, on va faire un petit détour, n'est-ce pas, comme un dialogue qui s'appelle l'Alcibiade. Alors souvent, les dialogues de Platon portent le nom de personnages. Il se trouve que Alcibiade, c'est un personnage récurrent dans les dialogues de Platon. On le voit plusieurs fois. Alors, en réalité, on ne sait pas si l'Alcibiade est un dialogue qui a été écrit par Platon ou si c'est un dialogue apocryphe qui a été écrit par un de ses disciples. C'est pas très grave parce que les idées sont quand même très très proches. Dans ce dialogue, Alcibiade vient à la rencontre de Socrate et lui dit, voilà Socrate, ça y est, je veux me lancer en politique, je veux prendre des responsabilités dans la cité d'Athènes. Et là, Socrate lui demande, d'accord Alcibiade, mais es-tu certain de disposer de la connaissance nécessaire pour faire de la politique ? Alors, Alcibiade lui dit, oui, je pense que ça va. En gros, Socrate lui dit, oui, mais d'accord, mais quelle est cette connaissance nécessaire pour faire de la politique ? Et là, Alcibiade est incapable de lui répondre. Alors, on voit que ça pose problème. Si celui qui veut faire de la politique prétend détenir les connaissances nécessaires pour exercer de la politique, le pouvoir politique, mais qui ne sait même pas lui-même ce que c'est cette connaissance, ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance. Alors Platon lui dit, mais alors, Socrate lui dit, réfléchissons, par exemple, le cordonnier, pour faire de la cordonnerie, il doit maîtriser l'art de la cordonnerie. Le cithariste, pour jouer de la cithare, il doit maîtriser l'art de la cithare. Alors l'homme politique, il doit maîtriser l'art de la politique. Mais alors en quoi consiste cet art de la politique ? Et alors là, Alcibiade, il ne sait pas trop répondre à ça. Et la conclusion du dialogue, c'est Alcibiade, si tu ne sais pas ce que c'est que l'art de la politique, si tu ne sais pas en quoi il consiste, si tu ne sais pas comment on le maîtrise, ne fais pas de politique. Puisque tu n'es pas légitime à revendiquer le droit de faire de la politique, puisque tu ne sais même pas ce en quoi consiste maîtriser l'art de la politique. Et il va sans dire, l'art de la politique, ce n'est pas l'art du discours et l'art de la parole. Alors la réponse à cette question-là, Platon la donne dans la République. Donc l'art de la politique n'est pas réductrice à l'art de la rhétorique. La rhétorique, pour Platon, c'est ce qu'il explique dans un autre dialogue, désolé, on fait beaucoup de détours, qui s'appelle le Protagoras. La rhétorique, d'après Platon, c'est l'art de rien, ce n'est pas un art en fait, c'est un art de rien du tout. Parce que la rhétorique n'a pas d'objet. Enfin, la rhétorique n'a pas d'objet propre. La cordonnerie, elle a un objet propre, c'est la chaussure. La musique, elle a un objet propre, c'est la musique elle-même ou l'instrument que l'on joue. Mais la rhétorique, elle peut porter sur n'importe quoi, si vous voulez. Elle n'a pas d'objet propre. Elle est insuffisante. En fait, ce que veut dire Socrate, ou Platon, c'est qu'il n'est pas suffisant de savoir bien parler pour savoir bien gouverner. Et c'est là l'enjeu, en fait. En fait, la question de la République, c'est quelle qualité faut-il posséder pour bien gouverner ?
Quelle qualité pour bien gouverner? Et là, Platon prend un exemple, fait une métaphore. Il dit voilà, imaginez que nous sommes sur un bateau, et sur ce bateau, eh bien, il y a des marins, il y a un capitaine, il y a aussi des prostituées, il y a des passagers, des marchands, enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et maintenant, Socrate pose la question, à qui avez-vous envie de donner la barre du bateau? Est-ce que vous voulez la donner à des prostituées? Est-ce que vous voulez la donner à des marchands? Est-ce que vous voulez la donner à des voyageurs? Non. Pourquoi? Parce que si vous donnez à un marchand qui n'a jamais navigué de sa vie, eh bien, un gouvernail entre les mains, eh bien, le bateau risque très sérieusement de naufrager, ou de faire fausse route, puis de naufrager, de ne jamais revenir. Enfin, ils vont tous mourir, quoi. Et Platon arrive à la conclusion suivante, le gouvernail, on a envie de le donner plutôt au capitaine, qui sait, justement, manier le gouvernail. Celui qui sait manier le gouvernail, c'est celui qui sait gouverner. Gouvernail, gouverner, vous voyez, c'est la même étymologie. Donc l'idée derrière la République, c'est qu'il y a un savoir propre à l'art de la politique. Il y a quelque chose que celui qui gouverne doit savoir pour justement bien gouverner, pour être le capitaine de ce navire. Et ça, on ne le donne pas à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Platon était assez défavorable à la démocratie. L'idée de la démocratie, c'est vraiment donner le pouvoir à n'importe qui. À des gens qui ne sont pas capables de décider en fait. Ils ne savent pas ce que c'est que bien décider et bien gouverner. Bon, donc on en est là. Alors maintenant, quelles sont ces qualités qu'il faut posséder pour bien gouverner? C'est pas simple finalement, c'est pas simple. Bien, Socrate arrive à la conclusion suivante. Il se dit que pour bien gouverner, la chose la plus importante, c'est d'avoir de la vertu. Alors, bien sûr, Platon a une conception très antique de ce que c'est que la vertu. Pendant l'Antiquité, il y avait des catégories de vertus. Ça, c'est pas tellement important. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que voilà, l'idée, c'est que celui qui gouverne doit vouloir le bien. Il doit chercher l'idée du bien. Il doit être à la recherche du bien. À la recherche du bien commun, il va sans dire. Parce qu'évidemment, si celui qui gouverne recherche le bien commun, alors il agira autant que possible pour le bien commun. Pour le bien, il fera le bien. Ok, donc tout ça, ça a l'air très beau et finalement très simple. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que cette recherche du bien, elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une longue discussion dans la République, en fait. Le bien, ce qu'on appelle le bien à la vertu, le bien en soi est lié à d'autres vertus. Alors Platon parle de courage, de tempérance, de prudence, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette idée du bien, elle n'est pas intuitive. On ne la connaît pas comme ça intuitivement. On ne la connaît pas par l'expérience sensible. C'est une idée métaphysique, l'idée du bien, chez Platon. Et cette idée, elle n'est accessible que grâce à la réflexion, à la spéculation, à la contemplation. Pour comprendre, connaître ce que c'est le bien, il faut se détacher du monde matériel. C'est le fameux texte de l'allégorie de la caverne, vous savez. Nous, on est dans des conditions matérielles très pratiques et très immédiates, si vous voulez. On pense que parfois bien agir, c'est faire telle chose parce que cette chose-là sert notre intérêt. Mais ce n'est pas ça le bien. Le bien, c'est une norme absolue et métaphysique qui est donnée par les dieux chez Platon. Donc, la finalité du philosophe, et c'est quelque chose qui apparaît dans beaucoup de dialogues de Platon, là encore, dans la République, mais pas seulement, dans le Timée, dans le Tête-à-Tête, c'est d'imiter les dieux. En fait, le philosophe, c'est celui qui doit vivre pareillement aux dieux, essayer de ressembler aux dieux, d'être vertueux comme les dieux. Et ce sont ces personnes-là, donc, qui sont légitimes pour gouverner, les vertueux. Et alors, les vertueux, leur savoir, il est quand même tout à fait particulier. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'avoir une connaissance de l'idée du bien? Socrate répond finalement, on ne sait pas trop ce que c'est qu'avoir la connaissance de l'idée du bien. C'est pas quelque chose dont on peut faire le tour et qu'on peut analyser, que l'on peut observer, puisque ce n'est pas quelque chose de matériel. Je vous rappelle qu'à la fin de sa vie, Socrate, quand il est condamné à mort par les sophistes, justement, dit que ce qui le différencie, lui, des sophistes, c'est précisément que, contrairement à ces sophistes qui arrivent avec leur savoir et leur prêt-à-penser, qui prétendent être détenteurs d'une doctrine qu'ils peuvent enseigner comme ça et qui vaudrait pour vérité absolue,
sans aucune vérification. Socrate dit que lui, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. En fait, cette vérité, cette connaissance de la vertu, il la recherche sans cesse dans son existence. Et donc, en fait, finalement, celui qui est légitime pour gouverner la cité, c'est l'homme vertueux. C'est celui qui sait que finalement, il lui manquera toujours une connaissance pour vraiment bien faire, mais qui cherchera à bien faire. Celui qui ne se satisfait pas de ce qu'il sait maintenant, mais qui cherche toujours à savoir ce que cela veut dire que bien agir. En fait, celui qui est légitime pour gouverner la cité, d'après le philosophe Platon, eh bien, c'est évidemment le philosophe. Donc, dans la République, un modèle qu'on aimerait voir se réaliser, c'est le philosophe qui est roi. C'est fait comme idée. Et donc, c'est l'idée sur laquelle, en fait, une idée, on verra, qui est très discutable d'ailleurs après, c'est celui qui est sage, qui doit gouverner. On ne doit pas donner le pouvoir à n'importe quel hurluberlu. Il faut donner le pouvoir à des gens qui sont raisonnables eux-mêmes, en fait, qui sont sages, qui recherchent la vertu. Il faut comprendre que chez les Grecs, la recherche de la vertu, la recherche du bien, c'est la même chose que la recherche de la rationalité. C'est-à-dire que la raison, la sagesse et la vertu ne font qu'un. Parce que la raison, la sagesse et la vertu viennent des dieux. Les dieux sont des êtres sages, vertueux, raisonnables. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais dans l'Odyssée, dans l'Iliade, c'est clair, les dieux ne sont pas toujours vertueux. C'est vrai que dans l'Iliade, les dieux ne sont pas toujours vertueux. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la République, dans le dernier livre de la République, Platon explique que en fait, Homère, qui est un poète, raconte mal l'histoire des dieux. Et d'après Platon, il faudrait censurer les passages de l'Iliade et de l'Odyssée dans lesquels les dieux ne sont pas montrés à leurs avantages, parce que les dieux sont par définition parfaits. Bon, comme ça, on résout le problème des poètes grecs. Voilà, donc l'idée, c'est que celui qui est légitime pour gouverner, c'est le sage. C'est celui qui ne décide pas des choses comme ça à l'emporte-pièce, de manière emportée ou pour servir son intérêt personnel. Non, celui qui est légitime pour gouverner, celui qui n'est pas à son propre service à lui, ni au service vraiment de la cité, c'est celui qui est au service du bien et de la vertu. Bon alors, notez, on y va. Platon se demande comment bien gouverner. Platon se demande comment bien gouverner. Dans la République, il remarque que l'exécution correcte de chaque tâche dans la République, il remarque que l'exécution correcte de chaque tâche nécessite de maîtriser un art relatif à cette tâche. Nécessite de maîtriser un art relatif à cette tâche. Point. Mais en quoi consiste l'art de la politique ? Point d'interrogation. Mais en quoi consiste l'art de la politique ? Point d'interrogation. Quel savoir faut-il posséder pour le maîtriser ? Point d'interrogation. Quel savoir ? Oui. Oh, peu importe. Quel savoir faut-il maîtriser ? Pardon. Quel savoir faut-il posséder pour le maîtriser ? Excusez-moi. Quel savoir faut-il posséder ou détenir pour le maîtriser ? Point d'interrogation. Platon compare le bon gouvernement
au capitaine d'un navire qui sait comment mener son bateau à bon port. Qui sait comment mener son bateau à bon port. Point. Mais l'art de la politique est différent de celui de la navigation. Mais l'art de la politique est différent de celui de la navigation. Mais l'art de la politique est différent de celui de la navigation. Ensuite, de la navigation. Point. Platon remarque alors, ou Socrate, mais bon, Platon remarque alors qu'il est impossible de bien gouverner, sans bien agir. Sans bien agir. Point. Pour bien gouverner, il faut être vertueux. Pour bien gouverner, il faut être vertueux. On va aller à la ligne, nouveau paragraphe, on continue à développer l'idée. Pour bien gouverner, il faut être vertueux. Bon, là, vous allez à la ligne. Afin d'acquérir la vertu, il faut rechercher, selon Platon, là, c'est très dogmatique pour le coup ce que je vous dis. Hein. Là, l'argumentation, elle est quand même hyper dogmatique. Il faut rechercher, selon Platon, l'idée du bien, avec un B majuscule et un I majuscule pour le coup. L'idée du bien. La fameuse idée platonicienne. Il faut rechercher l'idée du bien. Car cette idée est la source de toute vertu. Car cette idée est la source de toute vertu. Point. Juste avant que vous continuiez à noter, pensez bien que chez Platon, les idées sont des entités réelles. Les idées existent réellement. Elles ont une existence métaphysique. Donc le but de la philosophie, c'est de chercher ces idées. Et quand on trouve l'idée du bien, on a la source de la vertu réelle, si vous voulez. C'est de la métaphysique. C'est ce que c'est la métaphysique? Vous en avez parlé déjà? Oui. Oui. Ok, donc là, juste pour être sûr que vous ayez les prérequis pour comprendre ce genre de raisonnement, si j'ose dire. Donc on recherche l'idée du bien. Point. Cette recherche suppose la spéculation philosophique. Cette recherche suppose la spéculation philosophique ainsi que la contemplation. Point. Rechercher la vertu, c'est chercher à imiter les dieux et à les connaître. Rechercher la vertu, c'est chercher à imiter les dieux et à les connaître. Point. C'est une recherche sans fin. On est presque au bout.
Voilà ce qui distingue le philosophe. Voilà ce qui distingue le philosophe en perpétuelle recherche de vérité. Voilà ce qui distingue le philosophe en perpétuelle recherche de vérité. Donc, le philosophe, virgule, en perpétuelle recherche de vérité, virgule. Hein, du sophiste qui croit déjà tout savoir sur tout sans chercher à rien connaître sur rien. Du sophiste qui croit déjà tout savoir sur tout sans chercher à bien connaître, à rien connaître sur rien. Point. La recherche, oui, sans chercher à rien connaître sur rien. Point. La recherche de la vertu suppose l'humilité devant la possibilité de la connaître un jour. Point. C'est pourquoi Socrate, dans l'Apologie de Socrate, c'est pourquoi Socrate, dans l'Apologie de Socrate, affirme que la seule chose qu'il sait, c'est pourquoi Socrate, dans l'Apologie de Socrate, affirme que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. C'est qu'il ne sait rien. Point. Il arbore ainsi la posture du sage en quête de vertu. Il arbore ainsi la posture du sage en quête de vertu. Point. Seul ce sage, à la recherche de l'authentique savoir, seul ce sage, à la recherche de l'authentique savoir sur lequel repose la maîtrise de l'art politique, seul ce sage, à la recherche de l'authentique savoir sur lequel repose la maîtrise de l'art politique, est légitime pour gouverner. Point. Toute autre forme d'institution de l'État est illégitime dans la mesure où elle ne peut revendiquer aucun savoir en matière d'art politique. Exit la tyrannie, exit la démocratie, l'oligarchie, tous ces machins-là.
En fait, si vous lisez La République, je vous conseille de le lire si vous avez rien à faire. Ça, c'est cool parce que, en fait, c'est vraiment, quand on lit La République et les lois, on est assez désarçonné par les lois parce que la République, c'est hyper progressiste. En fait, dans la République, Platon dit que finalement, à peu près n'importe qui peut prendre le pouvoir, n'importe qui peut être légitime à prendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est pas nécessairement une personne qui gouverne, hein. C'est plusieurs personnes. Ce sont plusieurs personnes, pardon, qui gouvernent. Ça peut être des femmes aussi. Donc voilà, déjà chez Platon, il y avait déjà du féminisme, de manière assez étonnante et assez amusante. Homme-femme, on s'en fiche tant que la personne est sage, c'est ça le critère. Et après, en plus, Platon met en place un système de garde-fous pour empêcher la corruption. C'est-à-dire que dans l'idée de la République, le philosophe roi ou les philosophes rois doivent être pauvres. Okay. L'idée, c'est qu'on ne doit pas chercher le pouvoir pour la richesse. Ce qu'on recherche, on recherche le pouvoir pour faire le bien. Donc la richesse matérielle, c'est quelque chose qui est opposé à l'idée métaphysique du bien, si vous voulez. Puis il y a une autre idée très très concrète derrière, c'est que si vous ne donnez pas le pouvoir, enfin si vous ne donnez pas à ceux qui gouvernent beaucoup d'argent, ou beaucoup de prestige, ou beaucoup de privilèges, eh bien vous pouvez être sûr que ceux qui gouvernent le font parce qu'ils veulent justement gouverner, et pas autre chose. La plupart des gens qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, ou qui sont à la recherche du pouvoir, le sont pour des raisons purement financières, ou des raisons de privilèges, ou des raisons d'apparence, de paraître, d'orgueil, si vous voulez, de narcissisme, j'ai envie de vous dire. Vous avez des gens qui travaillent dans les partis politiques aussi pour des raisons purement financières. Ce sont des gens qui ne savent faire que ça, qui n'ont fait que ça, qui ne pourront jamais se recycler ailleurs. Et, le jeu politique, c'est juste de la petite magouille, de la petite manigance qui leur permettent de gagner leur vie. Mais si le but dans votre vie, c'est juste de faire des magouilles pour avoir un salaire, et que votre activité c'est de gouverner la cité, bah, il va de soi que vous gouvernerez la cité de manière, enfin vous ferez les choses de travers. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire en sorte que les gens soient désintéressés. Imaginez si demain le président de la République ne dormait plus à l'Élysée, s'il n'avait plus un salaire à vie, s'il n'avait plus un chauffeur, s'il n'avait plus tout ça. Bah, ça se bousculerait moins au portillon, hein, je vous le dis. Hein. Macron ne serait pas président, hein, ça c'est une certitude. Fillon n'aurait pas été candidat, enfin il n'y aurait aucun des candidats qui aurait été là, peut-être à part Philippe Poutou. Encore c'est même pas sûr, n'aurait été candidat, si vous voulez. Il n'y a pas de cas, quoi. Il n'y a pas de cas. Si vous dites aux gens, voilà, bon, vous êtes président, ok, mais une fois que c'est fini, bah, vous devrez retourner à une vie normale, une vie active. Vous n'aurez pas un salaire à vie, vous n'aurez pas un chauffeur à vie, vous n'aurez pas droit au transport gratuit à vie. Non. Ça risquerait de ressembler à une démocratie si on faisait ça. Enfin bref, donc vous voyez, même s'il y a une idée une pensée très métaphysique derrière ce que dit Platon, une pensée très abstraite finalement, l'idée du bien, la vertu, le lien avec la politique, bon. Mais très concrètement, c'est pas idiot quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si celui qui gouverne est seulement intéressé par la chose publique, la République, hein, voilà, on est en plein dedans, s'il est uniquement intéressé par la chose publique, et donc désintéressé de sa propre personne, bah, il a toute légitimité pour gouverner. Alors évidemment, il y a des limites à cette idée-là. Une des limites qu'on pourrait opposer, on voit bien au moins deux limites. La première qu'on pourrait opposer à Platon, c'est ok, mais toute ta philosophie repose sur une idée métaphysique. Or, là encore, c'est comme chez les libéraux avec Dieu, on ne sait pas trop si Dieu existe, on ne sait pas trop s'il y a une loi de l'offre et de la demande, de même, on ne sait pas trop s'il y a une idée du bien. Donc finalement, le postulat de base, il est un peu fragile. Bon, et admettons que, même si on supprime ce postulat de base, en fait, la pensée de Platon elle reste quand même hyper pertinente. On pourrait lui opposer, le problème, c'est que, comment est-ce qu'on sait qu'on fait le bien? Voilà, parce que Platon ne répond pas à cette question. Hein. Presque les dernières paroles de Socrate, c'est « je sais que je ne sais rien ». La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, ce savoir-là, il semble inaccessible en quelque sorte. Et comment on sait si quelqu'un le possède, ce savoir-là? On n'a pas de critères de discrimination, là. On est très embêté. Et donc, un jour, quelqu'un peut très bien arriver et réussir à persuader par des moyens totalement sophistiques qu'il est possesseur d'une vertu, et réussir comme ça à revendiquer la légitimité de gouverner au nom de la vertu alors qu'il n'est pas lui-même vertueux, sachant qu'il n'y aura aucun moyen de vérifier s'il est vertueux, tant que tout le monde croit qu'il l'est. Ouais. Il suffit que les gens croient que vous soyez vertueux pour que vous le deveniez effectivement en quelque sorte. Donc on voit que là, il y a une espèce de tension, une espèce de problème, si vous voulez. On n'a toujours pas trouvé de critère objectif finalement. On a trouvé un critère objectif si on suppose que l'idée du bien existe. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle n'existe pas.
Et Platon postule son existence, il ne prouve pas qu'elle existe. L'argumentation et le raisonnement découlent de ce postulat-là, mais ce postulat, il n'est pas du tout prouvé. C'est peut-être une des faiblesses de la République, si vous voulez. D'avoir tout misé sur le philosophe, la recherche du bien, alors qu'en réalité, on ne sait pas si ce sont des choses qu'on peut vraiment évaluer, vérifier. Alors, Platon envisage des moyens d'évaluation et de vérification de ce que ce serait eh bien, que le bon gouvernement, que la recherche de la vérité, que la recherche de la vertu. Il y a une adéquation entre la recherche de la vérité et la recherche de la vertu, c'est la même chose. Mais pour le coup, c'est pas hyper convaincant, quoi. On peut imaginer un cas dans lequel un sophiste arrive à faire croire à tout le monde qu'il est à la recherche de la vertu et arrive comme ça à manipuler tout le monde. Et donc, à partir de là, on est complètement désarmé, si vous voulez, à moins d'arriver à prouver que ce gars-là n'est pas à la recherche de la vertu. Mais si tout le monde le croit, on ne peut pas le prouver. Voilà. Il y a toujours le même problème. Donc, il y a une limite à cette pensée de Platon qui, mais pour le coup, qui paraît quand même beaucoup plus convaincante que les philosophes libéraux, parce que quand même, bah oui, il y a la recherche du fait de bien gouverner. Alors, on pourrait faire une troisième objection à Platon, c'est vrai, et on la verra notamment dans la deuxième partie. C'est que concrètement, en fait, on a un problème. Le philosophe, on peut se demander si... alors oui, ok, il est peut-être légitime pour gouverner, mais est-ce qu'il est capable de le faire? Je ne sais pas si vous avez vu bon, je fais une référence cinématographique un peu vaseuse, mais ce film-là qui a été primé au César, Alice et le maire, avec Lucchini. Et donc Lucchini, dans une grande réflexion existentielle, il se demande si voilà, il est maire de Lyon, mais il embauche une philosophe parce qu'il se demande si ce qu'il fait a du sens. Et la philosophe lui dit oui, mais historiquement, il y a toujours eu une différence entre le prince, donc celui qui décide, et le philosophe. Le philosophe, c'est quelqu'un de plutôt inactif. Le philosophe, c'est pas quelqu'un qui finalement recherche le pouvoir. Et est-ce que quelqu'un qui se demande toujours s'il est en train de bien faire est capable de prendre une décision? Il doutera toujours, il se dira peut-être que là je fais mal en fait, et donc il n'agira pas, vous voyez. D'ailleurs, il y a une étude récente qui a été publiée par un laboratoire de l'université de Yale qui corrobore cette idée. On s'est rendu compte que les gens au-delà de 120 QI n'occupaient pas de poste à responsabilité, de poste de pouvoir. Bon, c'est une étude américaine, mais sur des hauts fonctionnaires américains, sur des managers de grandes entreprises américaines, on s'est rendu compte que le QI de ces gens-là ne dépassait jamais 120. Donc la conclusion, c'est ben, en gros, quand on est intelligent, on ne veut pas du pouvoir. Le pouvoir, ça reste une affaire de bac à sable, si vous voulez. Oui. Comment? Il est de Tocqueville que les gens capables d'exercer le pouvoir, ils s'en écartent. Oui, c'est vrai que Tocqueville défend cette idée. D'ailleurs, on va revenir. Mais d'ailleurs, Tocqueville, vous le verrez dans le grand temps, sur la question liberté-sécurité. Effectivement, oui. Parce qu'en fait, le pouvoir, il faut quand même avoir un ego surdimensionné pour dire un truc comme voter pour moi, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que vous pensez que vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Et donc vous allez leur dire ce qu'ils doivent faire. Enfin, pardon, mais qui croit ça, quoi? Enfin, à moins d'être un mégalo pervers narcissique, on ne croit pas ça. Ce sont des malades mentaux, vraiment, je pense, ceux qui pensent ça. Il y a quelque chose de pathologique dans l'exercice du pouvoir politique. De psychiatrique. Enfin, bref, je vous libère. On parlera de Kant la prochaine fois. Ça a été pas trop vite, pas trop dur, pas trop... ça va? Donc ce sera online. Dites-le à vos camarades. Ce cours sera online, en audio. Envoyez un screen de ce que vous avez noté à vos camarades sur un groupe WhatsApp ou n'importe quoi. Oui. Pour le premier cours, il n'y aura pas d'audio. Mais demandez à vos camarades de vous l'envoyer pour que vous le recopiez. Il y a juste l'intro et le libéralisme. C'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Au revoir. Au revoir. Donc ça, ce sera sur SoundCloud et sur YouTube. Je mettrai sur Pronote l'adresse des liens. Je m'occupe de ça ce week-end. Au revoir.